Récemment, j'ai terminé le jeu Ghost of Yotei. Je l'ai énormément apprécié pour tout un tas de raisons que je ne vais pas détailler ici parce qu'on n'est pas sur une chaîne de review de jeux vidéo, mais je pense que tu peux en deviner quelques-unes rien qu'en voyant ces images. Mais aujourd'hui, je vais juste te parler d'un aspect qui concerne directement ce qui nous rassemble sur cette chaîne, l'attention portée par les développeurs aux détails concernant l'artisanat et en particulier celui du textile. Alors je te présente un peu le contexte. Ghost of Yotei se déroule en 1603. C'est la première année de l'ère Edo et on est sur l'île d'Ezo, actuelle Hokkaido, au nord du Japon. Ça fait environ 10 000 ans que les Ainu, peuple autochtone de l'archipel, y vivent en harmonie avec la nature. Ils vivent de chasse, de pêche, de cueillette et ont une tradition de tissage à partir de fibres d'écorce d'arbres ainsi que de broderies très raffinées qui portent une signification spirituelle. Depuis des siècles maintenant, tout le reste de l'archipel japonais est habité par les descendants des peuples arrivés d'Asie continentale. Mais ils ont délaissé Ezo, dont le climat est très froid et rend la culture du riz et l'agriculture tout court quasi impossible. Alors les Ainu y vivent en paix, jusqu'à ce que le gouvernement décide d'unifier le Japon et de s'accaparer les terres d'Ezo. Je ne vais pas te détailler ici la façon plus que contestable dont le peuple Ainu a été assimilé au reste du peuple japonais, parce qu'encore une fois, c'est pas le propos de ma chaîne, mais pour ça, je te renvoie vers l'excellente vidéo de Hirono Sekai, dont je te mets le lien en description. Le propos de cette vidéo, c'est de redécouvrir un détail très particulier de cette culture trop longtemps cachée par l'histoire et récemment révélée au grand public grâce aux mangas et aux jeux vidéo. L'île d'Ezo de 1603 qu'on visite dans Ghost of Yotei est un lieu unique où se rencontrent les arts textiles des Ainu et ceux du reste du Japon. Les broderies Ainu côtoient le Boro Sashiko, les tissages à base d'écorce rencontrent l'indigo. Il y a quelque temps, je m'étais déjà essayé à quelques ouvrages d'inspiration Boro Sashiko, cette broderie japonaise, originellement pratiquée par les paysans pauvres pour réparer les vêtements usés qu'ils n'avaient pas les moyens de remplacer. Initialement, le boro était donc une technique de rapiessage. Les pièces de tissu utilisées pour raccommoder les vêtements étaient maintenues en place par un point droit simple, le sashiko. Ce point pouvait aussi être utilisé sur une seule épaisseur de tissu, dans le but de le solidifier ou de le rendre plus chaud. Petit à petit, les broderies de sashiko ont adopté des motifs, leur efficacité restant la même, mais avec désormais une dimension esthétique. Notamment lorsque, sur ordre du shogun, les paysans se sont vus interdire d'utiliser pour teindre leurs vêtements toute autre couleur que l'indigo, facile à faire et peu onéreux. Les autres couleurs, considérées comme luxueuses, étaient réservées aux shoguns, aux samouraïs et aux classes supérieures. Alors en réponse à cette contrainte, ce sont les broderies de sashiko au fil blanc sur fond indigo qui embellissaient les vêtements des plus modestes. Chez les Ainu, par contre, les autres couleurs sont possibles, et les broderies ont avant tout une vocation spirituelle, en particulier la protection contre les mauvais esprits. L'esthétique est très présente et les appliqués sont intentionnels et non pas destinés à réparer un tissu endommagé. Les points sont plus élaborés, le point droit est double et complexe, mais c'est surtout le point de chaînette qui est le plus utilisé. Les broderies sont le plus souvent apposées sur l'encolure, les manches et le bas du vêtement, car ils constituent un barrage empêchant les mauvais esprits d'entrer par les ouvertures du vêtement. Certains vêtements, encore plus élaborés, peuvent aussi être totalement couverts de broderies. Les dessins brodés sont élaborés à partir de motifs de base, mais ceux-ci peuvent être arrangés dans une infinité de façons différentes. Ils sont combinés ensemble et chaque artiste va ainsi créer un dessin unique sur la base d'une vingtaine de motifs préexistants. Alors, à la croisée des chemins entre le Boro Sashiko et la broderie Ainu, j'ai réalisé ce sac de riz Komebukuro. Et comme tu le sais, je suis une quiche en couture, donc pour être sûre de le réussir, j'ai suivi le tuto de Sewing Sew de la cabane à coudre, dont je te mets aussi le lien en description.
Évidemment, je suis consciente qu'autant pour la partie Boro Sachiko que pour la partie Ainu, je n'ai pas travaillé de façon strictement traditionnelle, ni dans les règles de l'art. Je découvre à peine ces techniques et j'ai encore énormément à apprendre. Ce sac, c'est juste une inspiration, dans le but d'illustrer cette rencontre entre Atsu, la mercenaire de mon jeu, et le peuple Ainu qu'elle apprend à connaître au cours de son voyage. J'ai voulu que, comme sur l'une de ces tenues, les deux cultures se côtoient sur un seul ouvrage, comme elles auraient dû toujours pouvoir le faire si la folie hégémonique des hommes n'en avait pas décidé autrement. Une chose est certaine, c'est que cette expérience m'a donné envie d'en apprendre plus sur ces deux techniques et sur leurs origines culturelles, et envie d'apprendre à les exécuter de façon plus rigoureuse et plus proche des véritables méthodes traditionnelles. Donc, je vais certainement faire bien d'autres projets avec des broderies Ainu et du Boro Sachiko. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a donné envie d'en apprendre plus sur les Ainu et sur leurs techniques de broderie. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses et si tu les connaissais déjà. Et moi je te dis à bientôt dans une autre vidéo.